jusqu'au bout de cette grosse journée. Donc nous accueillons pour cette dernière conférence Karim Chic et Loïc Delorme pour vous parler des carrières à l'international. Donc le thème c'est l'international, un levier pour l'emploi. Donc Karim travaille chez Kindred Group à Malte. Il va vous raconter son parcours depuis les bancs de cette université jusqu'à Malte. Et Loïc Delorme travaille chez Davex. Et je vais le laisser se présenter dès maintenant, plus en détail. Alors bonjour à tous. Donc comme elle vous l'a dit, je m'appelle Loïc Delorme. Je travaille aujourd'hui chez Dawex System. Donc c'est une petite start-up sur Lyon. Donc, pour me présenter rapidement, je vais vous parler de mon parcours. Après le bac, je savais tout de suite que je voulais faire le métier d'ingénieur. J'avais deux possibilités, soit faire une prépa, soit partir sur un DUT informatique. Et j'ai préféré partir sur le DUT informatique parce que l'avantage, c'est qu'on pouvait avoir une première expérience professionnelle pendant la formation. Donc, ça m'a permis de faire un stage de 10 semaines que j'ai réalisé en France. Et à l'issue du DUT informatique, j'ai pu poursuivre en école d'ingénieur. Donc j'ai rejoint Polytech Lyon. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais vous avez fait un bon choix. Et dans le cadre de Polytech Lyon, j'ai pu faire 2 stages de 6 mois que j'ai réalisés les 2 en Suisse dans des sociétés différentes. Et aujourd'hui, donc j'ai rejoint Dawex System en tant que back-end développeur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cœur de métier d'une application qui n'est pas forcément la partie visible pour l'utilisateur final. Et je l'ai rejoint le 17 septembre, donc ça fait un peu moins de 2 mois. Donc dans l'ordre chronologique, ma première expérience à l'étranger, elle s'est déroulée dans la société Loico SA, donc d'août 2016 à janvier 2017. C'est une société qui a été fondée en 2013, donc c'était une société relativement jeune quand je l'ai rejointe, parce qu'elle venait juste de fêter ses 3 ans. C'est une société qui était spécialisée dans l'externalisation des tâches administratives. Donc c'est vrai qu'en Suisse, c'est quelque chose d'assez commun pour une société d'externaliser soit l'intégralité, soit une partie de ces tâches administratives à des sociétés externes. Donc on développait un applicatif qui permettait de faire ça justement de manière informatisée. Quand j'ai rejoint la société, il y avait 88 collaborateurs. Il me semble qu'aujourd'hui, ils ont passé la centaine. Donc c'était une société en pleine croissance. Il me semble qu'elle a été élue d'ailleurs la société genevoise ayant la meilleure croissance sur l'année 2017 ou 2018. Et moi, j'ai rejoint donc une équipe, parce que je suis issu d'une filière informatique, donc une équipe de développeurs de 12 personnes. Sur ces 12 personnes, il y en avait 8 qui étaient en présentiel sur Genève et 4 qui étaient à l'international. Donc les échanges, tout ce qui était documentation, spécification et échanges entre collaborateurs, c'était tout en anglais. Donc c'était quand même relativement bénéfique pour moi. Ensuite, la deuxième expérience, donc qui est plus récente, puisqu'elle s'est terminée en août de cette année, je l'ai réalisée dans la société Serial SA, donc de février 2018 à août 2018. C'est une société qui a été fondée il y a un peu plus longtemps, puisqu'en 1986. Donc ça m'a permis justement de faire une comparaison entre une société qui a été créée récemment et une société qui a été créée il y a quelques années maintenant. Et c'est ce qu'on appelle une société de services, puisqu'elle a été spécialisée dans les services en ingénierie informatique. Donc on développait des applications, on faisait de la maintenance applicative, tout ce que peut faire une société de services. C'était une société un peu plus conséquente, parce que 130 collaborateurs quand je l'ai rejoint, et aujourd'hui ils ont passé les 150. Et contrairement à l'expérience précédente, donc j'ai rejoint une équipe flexible, puisque dans les sociétés de services en général, c'est des équipes qui sont dédiées à des projets, donc ça peut varier en fonction des besoins ponctuels. Donc c'était une équipe de 6 personnes, pareil. Alors là, la différence, c'est que les échanges étaient en français entre les collaborateurs, parce qu'on était sur le même lieu. Par contre, c'était pour un client américain, donc tout ce qui était documentation, réunion, etc., c'était aussi tout en anglais. Alors pourquoi partir à l'étranger? Je l'ai découpé en 3 points. Tout d'abord, pour moi, sur le plan personnel, c'était vraiment une opportunité de découvrir un nouveau pays. Pas lorsqu'on voyage, mais vraiment de l'intérieur. Découvrir une nouvelle culture, même si c'est vrai que la Suisse est quand même relativement proche de la France, elle diffère sur pas mal de points. Et enfin, découvrir des méthodes de travail différentes, parce que le code du travail en Suisse est différent, on n'a pas forcément les mêmes pressions, ce genre de choses. Donc c'était vraiment une expérience bénéfique.
Sur le plan professionnel, pour pouvoir améliorer mon anglais, parce que c'est vrai que sur mon expérience en France, comme c'était une petite société, tout était en français. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant, surtout qu'en général, quand on sort de l'école, on n'a pas un super niveau d'anglais, du moins à l'oral, pour pouvoir échanger. Et enfin, sur le plan scolaire, c'était un quitus, donc maintenant c'est imposé par la CTI. Il vous faut au moins une mobilité à l'international pour pouvoir valider votre diplôme. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté sur le plan personnel des déménagements? Parce que bien évidemment, comme les stages se déroulent sur des semestres, il faut partir, faire son expérience puis revenir. Donc prévoyez du temps, des week-ends et de l'argent. Ça m'a permis de faire aussi des rencontres exceptionnelles parce que avant tout les personnes avec qui on travaille, ça peut rester des amis, même si c'est des collaborateurs. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Et ça m'a permis aussi de devenir un peu plus responsable parce que quand on est tout seul, qu'on quitte entre guillemets le nid familial et qu'on est livré à soi-même dans un pays qu'on ne connaît pas, forcément ça nous permet de se développer et de grandir. Ensuite, sur le plan professionnel, je dirais que ça m'a permis d'enrichir mon parcours puisque j'ai pu faire 2 sociétés vraiment radicalement différentes, aux thématiques différentes. Donc ça permet de diversifier son parcours, son CV et de pouvoir toucher à des métiers différents. Ça m'a permis aussi d'animer des réunions en anglais parce que comme je vous l'ai dit, donc la première expérience c'était avec des collaborateurs à l'étranger. Donc tout en anglais, il faut prendre la parole. Donc quand on n'est pas très bon en anglais, il faut se lancer dans le bain et puis vous ne pouvez pas reculer. Et pour la deuxième expérience, comme c'était un client américain, pareil, faire des démonstrations à des Américains pour leur prouver que l'argent dans quoi ils vont investir, c'est bien ce qu'ils veulent, ce genre de choses. Et sur le plan scolaire, ça m'a permis de valider ma mobilité à l'international. Donc si je devais vous donner des conseils, le premier c'est partez dès que possible, que ce soit pour un stage, un emploi saisonnier ou un semestre à l'étranger, parce que vous rencontrerez certainement des personnes exceptionnelles et puis ça permettra de diversifier votre CV. Par contre, il faut faire attention, une mobilité c'est quelque chose qui se prépare. C'est pas un matin on se lève en se disant je vais partir aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Il y a des formalités administratives, je vous mets en garde sur ça parce que quand on est en France c'est assez compliqué. Mais même dans le pays d'arrivée, etc., si c'est des problèmes de visa, que ce soit pour accéder au territoire ou même pour travailler. Donc vraiment faites attention. Voilà, donc si vous avez des questions un peu plus précises, soit sur la Suisse ou sur quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à loic.delorme@dawex.com. J'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Karim qui va vous présenter ses expériences à l'étranger. Merci. Merci Loïc. Alors, c'est là. Oui, je vous laisse faire. Alors, moi c'est Karim. Donc, j'étais diplômé de CTN en 2010 et à l'heure actuelle, je travaille à Malte pour le groupe Kindred, qui est un regroupement de sites de jeux d'argent en ligne qui détient notamment Unibet, qui est assez connu en France, mais bon, on est à l'international. À la base, c'est une boîte suédoise. Et je gère une petite équipe d'analytics à Malte. On est juste 3. Et je suis là pour vous parler de booster sa carrière à l'étranger. Donc mon parcours, comme je disais, j'ai fait donc maths et CTN. J'ai été diplômé en 2010. Licence maths et maths appliquées sciences sociales et le master SITN, donc ça c'est toujours d'actualité, donc c'est maths, informatique, etc., probabilité. Et j'ai fait mon stage en région parisienne au LFB, c'est un laboratoire public spécialisé dans les biomédicaments. Je travaillais, donc j'ai fait mon stage de 6 mois suivi d'un CDD de 5 mois, donc 11 mois en tout, aux Ulysses. En gros, je travaillais en tant que data analyst pour
le groupe un peu qui s'occupe du marketing, etc. Salesforce Effectiveness, ils appellent ça. Et ouais, donc c'était intéressant. J'ai fait aussi donc un projet c'était mon projet de stage en fait. C'était la modélisation d'une population en utilisant des méthodes de Monte Carlo, etc. Dans l'avenir pour voir si le marché allait se développer ou pas. Parce que c'était une petite population, mais bref. Donc à la fin de ce CDD, j'ai cherché un peu de travail sur Paris, mais bon, ça faisait longtemps déjà que je comptais à la fin de mes études partir à l'étranger. J'hésitais entre le Canada et Londres. Mais Londres, c'est plus proche, à la base, je suis lyonnais. Donc c'est plus simple, et puis il fait moins froid. Du coup, je suis parti à Londres, et donc en 2011, je suis parti le 1er septembre 2011. J'ai d'abord commencé à IMS Health, donc c'est un numéro 1 mondial de consulting dans le pharmaceutique. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à Unibet Group, qui ensuite a changé de nom, donc maintenant c'est Kindred. Et là-bas, j'ai commencé en tant que data analyst, puis je suis passé senior, puis je suis passé lead analyst, et puis enfin j'ai été muté l'année dernière à ma demande à Malte pour gérer une petite équipe. Donc Londres, c'est le data hub européen, c'est-à-dire que en termes de marché, de quoi que ce soit, c'est là-bas le principal endroit en Europe. Dans le monde, ce serait plutôt San Francisco. Mais c'est plus compliqué d'aller bosser là-bas, parce qu'il faut la green card, etc. Londres, voilà, peut-être avec le Brexit, ça va changer. Mais juste une carte d'identité, on déboule là-bas, on fait le numéro de sécurité sociale, puis c'est parti. Le point fort, c'est le dynamisme et la diversité. Donc, déjà au niveau culturel et population, mais surtout au niveau du marché. Donc, il y a à la fois finance, start-up. Donc, en fait, à la base, Londres, c'est une ville de finance, c'est la City. Mais c'est devenu un gros pôle européen au niveau des startups. Et les startups, au niveau data science, c'est énormément d'offres d'emploi. En général, le numéro 1 au niveau des salaires, ça va être la finance, bien sûr, notamment les quant analystes. À la base, il faut un doctorat pour ça, mais c'est en train de changer. Les startups, ça paye un peu moins bien, mais l'ambiance, elle est plus cool. Donc, vous avez un terrain de basket dans les locaux, des histoires comme ça. Enfin bref, c'est des délires un peu à la Google, façon San Francisco. Ils essayent tous de faire un peu ça à Londres. Mais aussi la grande distribution, les assurances, le pharma, etc. Donc c'est super dynamique et diversifié. Par contre, c'est l'une des villes les plus chères au monde. Donc, puis ça fait qu'augmenter. Donc juste le loyer, déjà, c'est toute une histoire. Les transports aussi, je veux dire, les TCL, à l'époque, je me plaignais, mais en fait, c'est cadeau. Par rapport à Londres, c'est très très cher, ça fonctionne avec les zones, etc. Enfin bref, juste quand vous cherchez un taf, vous dépensez pas mal juste en transport. Donc, ma valise, un master SITN, pas des moindres, 11 mois au LFB, donc data analyst, expérience de data analyst, R, modélisation, analyse business, donc je faisais des réunions business, etc. Donc c'était ce qu'il y avait sur mon CV. 4 500 € en liquide. J'ai pris le liquide avec moi parce que je me suis dit, ouais, le taux de change, etc., si je fais un transfert, ils vont m'allumer. Donc je suis parti là-bas et j'ai cherché les taux les moins chers, etc. Mais en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Et une colocation déjà prévue. J'avais un ami qui était parti 6 mois avant, à Angel, pour ceux qui connaissent un peu Londres, c'est un coin pas mal. C'est assez central, etc. C'est sympathique. Et surtout un niveau d'anglais basique, pour pas dire presque médiocre. Donc c'était un peu dur. Et puis je prétendais que je savais parler anglais. Et voilà, c'était mon background quand je suis arrivé. Et j'ai atterri le 1er septembre 2011. Donc une date pas mal à retenir en fait. C'est la rentrée. Et il y a eu 2 chocs. Le premier financier, parce que 4 500 €, ça fait à peu près, je devais avoir 4 400. À peu près 3 500 pounds. Il faut savoir quand même que dans ma tête, je m'étais dit, ouais, 4 500 €, je vais tenir au moins 3 mois à l'aise, etc. Mais en fait, pas du tout. Direct, taux de change, ça faisait à peu près 3 500, voire même un peu moins. Et puis dès que tu emménages dans l'appart, il faut payer 1 mois de loyer en avance, la caution qui s'élève à 1 mois de loyer, plus la moitié du loyer pour les frais d'agence. 600 balles la chambre, une toute petite chambre sous un toit, ça fait 1 500 pounds. Donc il restait 2 000 pounds, il restait même un peu moins. Donc tout de suite, on sent la pression, on se dit, ouais, faut pas se louper. Et puis, on va pas revenir en arrière avec tout cet argent qui est sorti. Donc on n'a pas le choix. Mais par contre, un marché dynamique. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, donc, j'ai mis mon CV en ligne.
Et mon colocataire, c'était un ami, il m'avait prévenu, il m'avait dit ouais, écoute, prépare-toi dès demain matin, tu vas recevoir des coups de fil. Moi, j'y croyais pas trop parce que à Paris, j'avais peut-être eu 2 entretiens. Enfin bref, c'était le calme plat. À mon avis, ça a changé depuis parce que data science, ça s'est développé, mais en ce temps-là, c'était une autre histoire. C'était 2010, 2011. Et là, le lendemain, dès 8h30, des coups de fil de recruteurs. Et vraiment des coups de fil, quoi. 3-4 coups de fil dans la matinée, blablabla, enfin bref, et il te réveille, donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo, parce que c'était vraiment le cas. Le mec, il est super opérationnel, et puis toi, tu essayes de masquer ta voix rocailleuse du matin. Et en plus, ça se passe en anglais, donc ça fait mal au crâne, hein. Mais bon, des recruteurs sympathiques aussi, ça c'était vraiment choquant. Parce que en France, il y a comme un délire, comme quoi, quand tu es au chômage, tu es un peu un paria, quoi. Tu es un chômeur. Alors que là-bas, on se sent respecté en tant que rechercheur d'emploi. Les mecs, ils sont sympas, ils vous parlent et tout, ils sont bien, quoi. Et ils vous respectent. Donc c'était assez spécial. Donc, ça a commencé tout ça. Et puis en octobre, j'ai commencé chez IMS. Ça m'a pris un peu de temps, en fait, pour trouver du taf. On dit que la moyenne pour trouver un travail avec un CV honorable, c'est 2 semaines et demie sur le marché londonien. Donc c'est très rapide. Mais bon, moi en fait mon CV il n'était pas vraiment aux normes. Et puis il a fallu que je le modifie, il a fallu que je mente un peu aussi. Mais bon, ça je ne l'ai pas écrit sur la slide bien sûr. Et donc une fois que mon CV était vraiment opérationnel et mis en ligne, ça m'a mis 2 semaines et demie pour commencer le premier taf. Donc leader mondial du consulting pharmaceutique. Un poste de data analyst, mais en fait c'était un rôle de senior. Ils n'arrivaient pas à trouver un senior avec les compétences requises. Donc ils m'ont donné ma chance. Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, c'est une fois de plus, le marché londonien, il y a des opportunités intéressantes. Donc, en gros, j'étais le seul analyste sur une base de données unique au monde. Ils ont investi des millions pour construire cette base de données. C'était censé révolutionner le truc et puis j'étais tout seul pour gérer tout ça, sachant que j'avais juste 11 mois d'expérience, quoi. Grosse pression, etc. Enfin bref, et il fallait nettoyer les données, il y avait une pression de deadline, d'histoire, etc. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais très bien payé, puisque j'ai commencé à 1600 net, à peu près, en CDD. Mais en fait, très vite, ils m'ont fait passer en CDI, parce qu'ils avaient peur que je parte. En fait, la petite histoire, c'est que je regardais mon téléphone, parce que je regardais le dictionnaire, et ils croyaient que je regardais des offres. Donc, ils m'ont fait passer en CDI au bout de 3 mois, et je suis passé à 30K, ce qui fait à peu près 2000 balles. Bon, ça reste bas, pour être honnête, surtout par rapport au rôle que j'avais. Mais bon, ça m'a permis de tenir le coup bien comme il faut. Le bilan, j'ai démissionné au bout de 20 mois, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, etc. Par contre, ça m'a apporté une solide expérience sur SAS et SQL, très très grosse expérience même. 2 publications, donc ça fait joli sur le CV, donc des vraies publications médicales, etc. Et un niveau d'anglais professionnel, alors ça c'était le top. Donc je pouvais maintenant parler avec les gens, etc. Enfin bref. Ça, c'était vraiment le plus. Bon, après, il y avait le reste, travail sous pression, management, réunion client, etc. Tout ça sur le CV, c'était joli. Et j'ai démissionné, j'étais censé avoir un poste qui a été annulé, donc je suis parti en vacances 3 semaines, je suis revenu, et au bout de 2 semaines et demie, j'ai rejoint Unibet. Alors, Unibet, c'est un site web international, mais avec un esprit de start-up, c'est-à-dire que ça reste quand même petit. On est quand même important. Là, en fait, c'était une photo qui avait été prise il y a 1 an. Et il y a toute l'entreprise, là. On était 1000 personnes. En Italie, à Rome. On était traités aux petits soins. Et c'est vraiment une entreprise pas mal. Donc, je travaillais sur d'énormes volumes de données. Bien sûr, c'est un site web. Donc, dès que tu cliques quelque part, c'est inscrit quelque part. Donc au bout du compte, avec des centaines de milliers d'utilisateurs, ça fait des volumes énormes. Aussi, c'est une entreprise qui est, comme on dit, data-driven, c'est-à-dire qu'ils cherchent au maximum à justifier leurs décisions sur la data. Diversité des tâches, on faisait de tout, donc de la modélisation, de nettoyage de données basiques, des extractions basiques, etc. et de l'innovation. Et surtout, on récompense au mérite. Alors ça, c'est vraiment le côté pas mal, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que data analyst en juillet 2013. Moins d'1 an après, je suis passé senior. 2 ans après, je suis passé lead. Et 1 an plus tard, mutation à Malte, à ma demande. Donc ça s'est passé en éclair, quoi. C'est super rapide. J'ai beaucoup d'amis qui ont été diplômés à la même année. Ils n'ont pas connu une telle progression. Il faut savoir qu'à chaque promotion, vous avez le salaire qui suit. Boum, 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 boum.
Donc très très vite, vous obtenez un meilleur niveau de vie, et surtout après quand on part à Malte. Donc là, c'est les States. Donc, le bilan, immigration. Donc d'un côté, il y a les coûts, parce que bon, il faut s'adapter à un nouveau pays, il y a des frais, etc. D'un autre côté, il y a la carrière, donc c'est un investissement sur long terme. Après, il y a l'adaptation. Ah, tiens, ça a bougé un peu, dynamisme et tout. Bah, bref. Donc il y a l'adaptation, c'est pas facile, ne serait-ce que le CV, etc. Il faut s'adapter à comment ça se passe. Il y a aussi la culture au sein de l'entreprise. Je veux dire des détails, par exemple ce qu'on appelle sexual harassment. En Angleterre, ils rigolent pas avec ça. Et tout ce qui est discrimination, c'est-à-dire homophobie ou quoi que ce soit, vous êtes viré du jour au lendemain. En France, on est un petit peu plus tolérant. On peut faire une petite blague coquine ou des trucs comme ça ne va pas choquer. Ben, je l'ai vu moi-même et j'ai des amis qui me disent ça. Donc il y a un gros écart à ce niveau-là, par exemple. Les escrocs, il faut se méfier. Donc il y a des escrocs au niveau des logements. Le gars il va vous faire visiter un appart, etc. Tu payes la caution en liquide et puis il n'y a pas d'appart. Au niveau de l'emploi aussi, j'ai un ami qui travaillait dans une soi-disant boîte de gambling et puis en fait c'était un gros truc de mafieux derrière. Donc ouais, on est un peu neuf, on est un peu naïf, etc. Donc il faut se méfier un peu. Mais en même temps, il y a de la variété. Donc surtout à Londres, vous pouvez travailler dans n'importe quelle industrie, vraiment, c'est hallucinant. Et de variété au niveau des rôles aussi. Bon, après, il y a la menace du Brexit. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais bon. Personnellement, j'ai du mal à croire que ça va vraiment genre détruire Londres. Une capitale comme ça ne se détruit pas à cause d'un vote. Mais par contre, la vie devient de plus en plus chère, ça c'est un fait. Mais à côté de ça, c'était quoi déjà? Ouais, international. Ouais. En fait, c'est ça, c'est un autre avantage, c'est que sur votre CV, vous avez une expérience internationale. Ça change beaucoup de choses au bout du compte. Ça montre que vous êtes motivé, vous pouvez vous adapter, que vous maîtrisez une autre langue, que vous prenez des risques aussi, que ces risques sont calculés, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et enfin, quelques conseils. Donc, premier, ne pas s'enfermer dans une boîte. Alors quand vous voyez que le marché est dynamique, il ne faut pas hésiter à démissionner et à changer d'entreprise. Je veux dire, à Londres, c'est un truc très commun. Les mecs, ils vont rester moins d'1 an dans une boîte, puis ils vont changer, boum, 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 tout le temps. Chaque fois qu'ils vont changer, ils vont avoir un plus gros salaire ou plus de responsabilités, etc. Et en fait, il y en a par contre qui vont être pris au piège de la routine. C'est-à-dire qu'ils sont là, bon, j'ai ma routine, j'ai mon machin, j'ai pas envie de prendre de risques, etc. Il faut pas. Il faut vraiment, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, etc., vous postulez ailleurs, vous cherchez à droite, à gauche, et puis voilà, s'il y a autre chose de mieux, il faut bouger. Hein. Par contre, c'est mieux de partir avec au moins 1 an d'expérience professionnelle, intéressante, avec R ou Python. Ça va beaucoup vous faciliter la chose. Aussi, il faut se préparer. Donc, il y a les normes CV. Juste ça, déjà, c'est par exemple, pays anglo-saxon, on ne met pas de photo, on ne met pas sa date de naissance, parce que ça peut justifier une discrimination. Donc à partir du moment où vous mettez ça sur votre CV, les gens ils vont le mettre de côté, parce qu'ils ne veulent pas être impliqués dans une histoire de discrimination. Et ça, si on copie-colle son CV depuis le français, c'est mort. Les mecs, vous n'aurez aucune réponse. Donc bref, il y a aussi le fait qu'il faut mettre un profil au début, noir et blanc, vous pouvez mettre plus d'une page, alors qu'en France on vous dit ouais, il faut qu'une seule page, enfin bref. La vie quotidienne aussi, il faut se préparer. Donc moi j'avais déjà une colocation, mais si vous n'en avez pas, il faut vraiment faire attention, etc., bien préparer tout ça. N'ayez pas peur de la langue. En fait, moi mon anglais il n'était pas terrible, hein. Mais ce qui se passe, c'est que par exemple les coups de fil des recruteurs, ils vont tout le temps vous poser les mêmes questions. Donc les premiers coups de fil, vous ne comprenez même pas ce qu'ils vous disent. Mais après vous rédigez vos réponses. Donc en fait, c'est comme un effort de récitation. Le mec, il va vous demander, vous comprenez plus ou moins qu'il vous demande votre expérience, paf, vous lui balancez l'expérience. Comprenez à peu près qu'il demande, paf, tu lui balances le truc. Donc au bout du compte, moi, l'entretien à IMS, je ne comprenais rien à l'entretien. Et je faisais oui, oui, oui. À la fin, je lui ai balancé mon CV. Parce que j'avais un CV intéressant, le gars m'a pris. Et pendant 6 mois au moins, je ne comprenais rien aux réunions, etc. Mais je prétendais que je comprenais. Et c'est passé à trave. Donc au final, il ne faut pas avoir peur de ne pas maîtriser la langue. Et puis de toute façon, ça s'apprend sur le tas. Et puis à Londres, les gens ne sont pas très regardants sur l'accent et les choses comme ça. Et puis surtout, il faut croire en soi. C'est parce qu'il y a une prise de risque, etc. Même à l'entretien, si vous n'avez pas confiance en vous, ça se sent tout de suite. Puis dans notre domaine, les mecs en général, ils n'y comprennent rien. Donc
du coup, ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, le mec il va se dire je ne peux pas avoir confiance en lui. Et des fois, même si vous avez le meilleur CV du monde, il y a un mec qui sera beaucoup moins compétent que vous et puis il va décrocher le boulot. Et des fois, c'est une question de feeling, mais aussi, des fois, c'est juste une question, le mec se vend bien. Et tout ça, ça relève du marketing et de la communication. C'est-à-dire qu'on se présente bien, on parle bien, on prépare à l'avance comment est-ce qu'on va décrire ci, ça, ça. Parce qu'il faut le vocabulaire, etc. Puis il y a la pression, le stress, etc. Enfin bref. Donc, ouais, le plus important, c'est vous-même. Hein. C'est vous qui vous mettez vos propres barrières. Et puis voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Un grand merci à nos deux intervenants pour leur prestation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez forcément des questions si vous êtes ici. Allez, allez. On paye des impôts, mais on en paye beaucoup moins qu'ailleurs. Personnellement, je suis taxé à 15% sur mon brut. C'est tout ce que je paye. À Londres aussi, on paye beaucoup moins d'impôts qu'en France. La différence brute-nette, c'est à peu près la même. Sauf qu'en plus, en France, à la fin de l'année, vous payez un mois de salaire. À Londres, vous n'allez pas payer ça. Je paye que 15% à Malte parce que je fais partie d'un... En fait, j'ai appliqué pour un truc de taxation spéciale qui, en fait, à partir d'un certain salaire, si on a un master, etc., parce qu'ils veulent attirer des cerveaux, du coup, tu es taxé qu'à 15% les 3 premières années. Très intéressant. Ouais. En fait, comment on se valorise quand on veut partir à l'étranger, qu'on cherche un stage quel est l'intérêt pour, je sais pas, un Italien de prendre un Français, par exemple? Comment on se vend à l'international? Je sais que par exemple pour la Suisse, ils forment peu d'étudiants par rapport à la demande. Donc déjà, les étrangers ont une chance de ce côté-là parce que la France forme beaucoup de bons étudiants. Donc ils cherchent des profils à l'étranger. Ça permet aussi de diversifier les équipes en interne, donc ça peut apporter une certaine stabilité. Après, te valoriser, ça dépend vraiment de ton profil. Ça peut être par exemple une de tes expériences que tu as eues. Voilà. Donc ça peut être une expérience, ça peut être aussi quelqu'un que tu connais, ce genre de choses. Donc ça marche beaucoup au réseau. C'est vrai que selon les pays, il y a beaucoup ce qu'on appelle le marché caché. Donc c'est vraiment que du bouche à oreille si tu es recommandé par une personne ou autre. Et après, ça se passe beaucoup à l'entretien. Donc il y a une partie de ton CV, mais maintenant c'est de plus en plus au feeling. Donc si tu sais te mettre en valeur, montrer que, comme disait Karim, que tu as confiance en toi et que tu peux prendre des responsabilités, ils te donneront ta chance, surtout que la plupart des pays, contrairement à la France, ils peuvent te virer rapidement. Donc si tu fais pas l'affaire, dans le pire des cas, ils savent qu'ils peuvent se séparer de toi. Et ils aiment beaucoup prendre en stage parce que justement, pendant la période de stage, ils peuvent te challenger sur des points différents et savoir si tu feras l'affaire ou pas après en tant que permanent. Et en général, ça se passe relativement bien et tu peux décrocher un emploi. Je rajouterais juste que par rapport à Londres, premièrement, ils ne vont pas te recruter parce que tu es française. Ils ne vont pas non plus te rejeter parce que tu es française. L'important, ce n'est pas d'où tu viens, c'est tes compétences, c'est comment tu te vends. Ensuite, tout ce qui est réseau et tout, c'est pas super bénéficiaire à Londres. Par exemple, chez nous, si à moins que je le recrute dans mon équipe, parce que c'est moi qui vais donner la réponse. Mais sinon, on a un système où on réfère quelqu'un. Si le gars est pris, j'ai un bonus, donc même avec des agences de recrutement. Si je leur donne un CV de quelqu'un, etc., ils vont me donner un bonus de 500 pounds, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que le gars ne va pas faire tout le processus et qu'il va être considéré d'une manière équitable. Donc, pour moi, par rapport à Londres, le fait que tu sois française, c'est ni un point positif, ni un point négatif.
D'autres questions? Alors, un petit sondage. La plupart d'entre vous sont déjà un peu avancés dans leurs études supérieures. Il y en a qui ont déjà fait un semestre à l'étranger ou un stage à l'étranger. Il y a du boulot, hein. Bon, il y a du travail. Allez. Ces opportunités à l'étranger, vous êtes allé les chercher ou vous avez répondu à une offre, en fait? Pardon, tu peux répéter? Ces opportunités à l'étranger, vous êtes allé les chercher vous-même ou vous avez répondu à une offre que vous avez trouvée sur un réseau social ou... Moi, pour ma part, je les ai créées, les opportunités. C'est vrai qu'à l'international, ils vont pas forcément venir te chercher, sauf si tu es quelqu'un de très particulier et qui t'auront trouvé pour une compétence particulière. Mais ça marche souvent, typiquement sur des salons. Tu as des sociétés qui ont des antennes à l'étranger ou ce genre de choses. Tu vas les voir, tu leur dis, bah voilà, moi j'ai le projet, je veux aller dans tel pays, mais je veux pas être en France. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, on m'a dit, oui, tu commences ta carrière sur Lyon et puis après on t'envoie à l'étranger. Tu dis non. Tu dis, moi je veux aller là-bas tout de suite, c'est mon projet, donc si vous pouvez pas faire ce que je veux, je vais pas m'engager avec vous sur Lyon pour après potentiellement, parce que toi sur la période tu peux partir ou il se peut que le poste qu'on t'avait promis a été pris par quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut, c'est que éventuellement, je sais que moi à Polytech il y avait un annuaire, donc tu consultes l'annuaire des anciens stagiaires, tu regardes un peu les sociétés dans lesquelles ils ont pu aller et tu les contactes en disant que tu as vu que telle personne avait fait son stage là-bas. Est-ce qu'il y a des opportunités ouvertes cette année et si oui, est-ce que ils ont des offres de stage à te transmettre? Et moi c'est comme ça que j'ai trouvé mes 2 stages. Tu prends contact avec la société, tu leur envoies ton CV. En général en Suisse ils aiment bien t'appeler, ils te challengent en anglais pour savoir si tu sais parler anglais un minimum. Et après souvent c'est entretien, donc tu vas dans les locaux, tu rencontres moi, dans l'informatique, tu rencontres des personnes techniques pour te challenger quand même sur ton métier, pour être sûr que tu sais faire quand même quelque chose. Et après, tu rencontres plusieurs membres de l'équipe pour savoir si justement tu vas pète un peu un électron qui va venir faire éclater l'équipe, ou justement tu vas pouvoir apporter vraiment quelque chose à l'équipe. Sur mes 2 expériences à l'étranger, j'ai jamais eu comme en France où tu rencontres la RH, etc. Tout ça. Tu rencontres vraiment des équipes techniques, elles te posent des questions précises et elles voient si elles peuvent t'intégrer ou non à leur équipe. Au niveau de Londres, de ce que j'ai vu, il y en a quelques-uns qui se font recruter depuis la France. En général, c'est quand ils postulent directement dans une entreprise. Sinon, tout ce que j'ai raconté sur les coups de fil, machin, il faut une adresse anglaise. Il faut se déplacer sur place, avoir une adresse anglaise, un numéro de téléphone anglais et mettre le CV en ligne parce qu'il y a trop d'étrangers qui postulent depuis l'étranger. Et en plus, ça va très très vite. Donc, si tu as un CV intéressant, dans la semaine, tu as un entretien, boum boum boum, tu commences 3 semaines après. Par contre, Malte, on aura plus tendance parce qu'il y a beaucoup moins d'offres à recruter depuis l'étranger. Par exemple, on a recruté une fille il y a 1 an qui était basée en Belgique. Donc l'entretien va se faire sur Skype, etc. Donc ça dépend aussi du pays, à quel point il est attractif à l'étranger. Et aussi de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont recruter depuis l'étranger et d'autres. Ils veulent te voir. Il y a aussi chez les anglo-saxons une culture il faut qu'ils te voient en personne. C'est-à-dire que même à Malte, par exemple, il y a des gens, ils vont te payer le billet pour que tu te déplaces à Malte pour te rencontrer en personne pour l'entretien. Parce que pour eux, c'est très important, ils ne peuvent pas te faire confiance sur Skype. Donc, ça varie. On a encore 2 ou 3 questions. Est-ce que l'anglais a été une barrière pour vous? La langue, est-ce qu'elle était une barrière pour vous? Est-ce que une barrière langue... de la langue? Oui, exactement. Ouais, ouais. Oh, c'est une catastrophe. En fait, le vrai problème, c'est que c'est épuisant parce qu'il faut tout traduire.
C'est-à-dire que tu reçois un email, il est écrit en anglais, si ton anglais n'est pas terrible, ça demande un effort pour le comprendre. À la fin de la journée, tu es épuisé, tu vas à la pause café, les gens ils te sortent des blagues, tu comprends rien. Et puis du coup, moi je regardais la cafetière s'il y avait du monde, j'attendais qu'il n'y ait personne, puis j'y allais en douce et je partais parce que je ne voulais pas que les gens se rendent compte que j'étais nul en anglais. Et c'est surtout une barrière au niveau de ta carrière aussi au sein de l'entreprise, parce qu'il y a un certain réseau qui se crée, tu es censé créer des liens avec tes collègues, etc. Forcément, si tu piges que dalle, il n'y a pas de réseau, tu es vu comme un geek, quoi. Le mec, il est dans son truc, ouais, il fait des trucs de dingue, mais quand tu lui parles, il ne sait pas quoi répondre. Et moi, c'était mon cas pendant un long moment. Hein. Je ne comprenais rien. Enfin, surtout, en plus, à Londres, le gros problème, c'est que il y a des gens du monde entier, donc il y a des accents du monde entier. Donc, tu vas avoir un Écossais, un Indien, un Irlandais, un gars du Nord, un gars de Londres, etc. Les mecs, ils parlent tous différemment, super vite. Et franchement, je comprenais un gars non mais c'est vrai en plus, je comprenais un gars qui était assez âgé et qui parlait l'anglais que tu verrais dans les vieux films anglais. Tout le reste, mon chef de projet, je comprenais rien. Je faisais des réunions, je comprenais rien, je disais oui. Et puis voilà quoi. Et puis jusqu'au moment où on me posait une question, et puis là je regardais mon chef de projet, et puis il me traduisait. Il y a de l'espoir, au bout de 3 mois, on comprend tout. C'est ça. On s'améliore avec le temps, mais ça reste épuisant. En fait, c'est épuisant de traduire en permanence. À la fin de la semaine, vous êtes épuisé, c'est un truc de malade. Aujourd'hui, tu penses en anglais quand même. Oui, non, là maintenant, j'ai passé 5 ans à Londres, donc forcément, il y aurait un problème si j'étais toujours pas opérationnel. On va dire au bout de 6 mois, on se débrouille pas mal. Au bout de 6 mois. Mais on n'est toujours pas opérationnel avec les blagues, par exemple. Mine de rien, c'est important les blagues, parce que c'est ce qui crée un certain relationnel avec tes collègues. Ouais. Alors, je vous encourage tous à rester pour le challenge de l'idée. À l'instant, est-ce que vous avez encore 1 ou 2 questions pendant qu'on est là ? Vous avez pris beaucoup de risques de partir à l'étranger, notamment toi, de partir à Londres sans connaître l'anglais. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre future carrière, enfin le futur de votre carrière? Énormément. Hein. Je sais pas, c'est dur à dire. Déjà, ça m'a apporté l'anglais, ça m'a apporté je veux dire, je faisais pas n'importe quoi non plus. Moi, j'ai toujours fonctionné avec un plan A, un plan B, un plan C. Il y a un plan, voilà, ça, si tout se passe bien, sinon je rebondis là-dessus, C'est très important de faire ça. Donc même si ça se passait mal, je savais que je pourrais toujours rebondir, prétendre que j'ai fait un stage à l'étranger pour ne pas avoir de trous dans mon CV, etc. Et je sais pas, en fait, tu changes en tant que personne. Hein. Et puis la différence de culture aussi. Je veux dire, Londres, c'est une ville de malade mental. La diversité, c'est un truc de dingue. Tu prends le métro, il y a de tout. Tu veux sortir en soirée, il y a tout type de soirée. Ce que tu recherches, tu le trouves. C'est la folie. Et même tu travailles dans ton équipe, tu as des gens du monde entier. Nouvelle-Zélande, Chine, ce que tu veux. Travailler tous ensemble. Et c'est normal d'être un étranger, d'une certaine manière. Le plus surprenant, c'est de trouver un Londonien. À chaque fois, tu vas trouver un gars qui a grandi à Londres, tu vas lui dire « Oh, t'es de Londres !» Ouais, c'est rare. La plupart des gens, ils viennent soit de l'Angleterre, soit du Royaume-Uni, soit de n'importe où, quoi. Donc c'est très, très enrichissant, en fait. C'est dur à décrire, vraiment. Moi, je dirais que dans tous les cas, il faut prendre des risques. Sur ta carrière professionnelle, si tu prends pas de risques, tu trouveras un boulot de planqué et t'attendras la retraite. Dans le pire des cas, il y a de fortes chances que sur toute ta carrière professionnelle, tu te gaufres un jour. Ça arrive à tout le monde. Après, tu peux aussi valoriser l'échec. Sur un stage, par exemple, tu prends pas forcément beaucoup de risques parce que dans le pire des cas, à l'issue du stage, si tu es en fin d'études, tu peux trouver un boulot ailleurs. Si tu es en milieu d'études, tu t'en fiches parce que tu retournes à l'école. Mais même si tu es en carrière professionnelle, tu peux partir à l'étranger, revenir. Dans le pire des cas, ça peut que valoriser ton CV. Parce que dans le pire des cas, tu auras appris une langue supplémentaire.
Ça t'aurait fait une expérience nouvelle dans un pays et éventuellement sur un domaine qui n'était pas forcément ton domaine initial. Donc il faut savoir prendre des risques. Après, il faut prendre des risques aussi mesurés. Il ne faut pas foncer la tête dans le mur. Mais honnêtement, si tu mets les moyens, je ne vois pas comment tu peux te planter. Eh bien, je vous propose d'arrêter là. Et on remercie encore une fois Karim et Loïc.